Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Une semaine spéciale sécheresse consacrée à nos ressources en eau après un été caniculaire annonciateur d'autres épisodes similaires. On va détailler les enjeux et les solutions avec mes invités. Pour commencer, Joël Limousin, vice-président de la FNSEA. Comment soutenir les agriculteurs, comment préserver les cultures, quels sont les leviers pour économiser l'eau, pour réinventer une agriculture adaptée à cette nouvelle ère de sobriété. Beaucoup de questions, vous le voyez, à lui poser juste après ces titres. Détecter les fuites d'eau grâce à un système connecté, c'est la bonne idée que nous découvrirons dans notre rubrique consacrée aux startups avec Protecto. Et puis, notre débat, il portera sur la révolution Bicorp, ce label exigeant qui accompagne les entreprises dans leur transformation environnementale et sociétale. C'est l'émergence d'un nouveau secteur dans notre économie. Vous verrez. Mais d'abord, on ouvre notre semaine spéciale sécheresse dans ce Smart Impact. Avec nous en visioconférence, Joël Limousin, vice-président de la FNSEA. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement bien. Tout va bien, vous êtes agriculteur en Vendée, vous élevez des bovins, des porcs, votre exploitation elle est autonome en céréales et en fourrage pour l'alimentation du bétail. La première question elle est très personnelle, est-ce que vous avez vous aussi souffert de la sécheresse ? Oui, nous avons souffert de la sécheresse, mais comme nous avons un stockage d'eau, eh bien, nous avons pu irriguer nos céréales au printemps, mais aussi notre maïs cet été, même si les rendements sont assez catastrophiques par rapport aux années précédentes, parce que nous avons eu la canicule. Et ça, c'est le fait nouveau 2022. Du maïs a séché sur place, notamment le 18 juillet, avec 42 degrés, avec un vent important et qui a brûlé littéralement les plantes et qui après n'ont pas pu constituer du grain. Donc on va avoir 20% de perte de rendement malgré l'irrigation. C'est pour vous dire que la situation est compliquée. Moi, je ne me plains pas compte tenu d'un dispositif de production de céréales avec de l'irrigation. C'est de l'eau stockée d'hiver, c'est-à-dire l'eau de pluie que nous avons stockée dans des retenues collinaires. Je plains énormément et nous avons beaucoup de constats de gens qui n'ont pas d'irrigation et qui ont vécu une situation catastrophique et qui n'ont plus de fourrage pour nourrir leurs animaux notamment. Je rappelle quelques chiffres, ce que représente la FNSEA aujourd'hui, c'est 212 000 adhérents, 20 000 syndicats locaux, 12 fédérations régionales, 95 fédérations départementales, 31 associations spécialisées. C'est le syndicat majoritaire. On vous présente souvent comme les défenseurs de l'agriculture intensive et qui tardent à s'adapter au changement climatique. Ça doit vous faire hurler, ça j'imagine que vous dites c'est caricatural, pourquoi ? Oui, c'est caricatural parce que ça fait déjà des années que nous avons fait des adaptations à ce changement climatique et que nous développons l'agriculture biologique, nous répondons à tous les systèmes de production. Donc il y a eu une réponse à une époque dans les années 60-70 où l'État nous a dit il faut produire plus pour nourrir la population. C'était au lendemain de la guerre et des années de mécanisation, de modernisation. Et puis après, on nous dit, vous produisez trop, alors qu'il y avait quand même des vrais enjeux qui étaient posés. Aujourd'hui, l'enjeu est complètement différent. L'agriculture biologique est montée jusqu'à 15-20% dans certains départements, y compris en Pays de la Loire notamment. Des dispositifs de produits de qualité ont été mis en place, mais notre volonté, c'est vraiment répondre à tous les marchés. Marchés de proximité, et lorsqu'il y a eu la Covid, les agriculteurs étaient présents. Lorsqu'il s'agit d'aller sur de l'export, nous devons être aussi présents. Parce qu'il sachez qu'il y a quand même beaucoup d'importations. Actuellement, avec la grippe aviaire qui a sévi sur le printemps, on est revenu à des 50 à 60% d'importation de volailles sur le territoire français. Donc je pense qu'il faut prendre toute proportion gardée, essayer de répondre à tous ces enjeux bien sûr climatique, mais également économique. Mais Joël Limousin, quelles leçons vous tirez de cet épisode de sécheresse et de canicule ? Vous nous avez bien expliqué que les deux avaient eu des conséquences dramatiques. Quelle agriculture, comment il faut la réinventer, votre agriculture, en fait, notre agriculture ? Alors, notre agriculture, elle doit être sur l'ensemble des territoires. Nous avons des territoires de plaine, de bocage, de marais, de montagne.
Donc, on n'aura pas la même appréciation des choses. Nous devons trouver les solutions où l'élevage puisse rester dans les zones qui sont, je dirais, difficiles, notamment en alpage. Vous ne mettrez pas de céréales en alpage. Donc, si on n'a pas d'élevage ruminant, entre autres, eh bien, ça sera une catastrophe pour l'aménagement de nos territoires. Pour s'adapter à ce climat, et ça fait déjà une dizaine d'années, nous avons développé d'autres systèmes fourragers, notamment des mélanges fourragers avec un mélange de légumineuses et de graminées, pour justement répondre avec des semis à l'automne pour récolter au printemps. Parce que depuis 5-6 ans, nous avons littéralement des sécheresses importantes sur du mois de mai-juin jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc la prairie n'est pas suffisante. Donc il faut l'entendre, ce genre de situation. Nous n'aurons pas d'irrigation sur l'ensemble des territoires. Donc c'est vraiment une adaptation avec de la recherche, de l'innovation. Et 2022, pour répondre vraiment à votre question, elle a été très particulière cette année parce que les 40-42 degrés ont amené à des brûlures des plantes. Et la recherche doit vraiment continuer pour qu'on puisse avoir une meilleure résistance. Est-ce que ça veut dire adapter, pardon de vous interrompre, est-ce que ça veut dire aussi changer de plante, tout simplement, faire des choix différents? Vous parliez du maïs, moi j'ai vu pas mal de champs de sorgho, par exemple, cet été, j'étais dans le Tarn-et-Garonne, j'étais dans la Drôme, j'en ai vu plus que les années précédentes, donc c'est une céréale qui vient d'Afrique, alors elle ne peut pas tout remplacer, évidemment, mais on voit qu'il y a des agriculteurs qui font ces choix-là. C'est une céréale qui est moins gourmande en eau, c'est ça? Oui, il y a des choix qui sont faits de diversification. Et ça, c'est très important de diversifier nos cultures parce qu'on peut avoir des périodes de forte pluie, des périodes de froid, mais aussi des grandes périodes de sécheresse. Et c'est ça, cette grande nouveauté, c'est des périodes longues sans pluie. Et il est vrai que le sorgho a besoin quand même d'eau, 20 à 30% de moins que le maïs, c'est évident. Il a eu l'avantage cette année, pour en faire également sur mon exploitation, de mieux résister à des brûlures. Et ça, c'est un point fondamental. Par contre, il a aussi besoin d'eau pour avoir quand même des rendements. Ça, je pense que c'est quand même un sujet majeur de diversification. Ça, c'est le maître mot qu'il faut en retenir, de façon à ce qu'on ait des cultures qui soient sans doute plus implantées à l'automne pour récolter au printemps, pour faire face à des périodes longues sans prairies. Et ça fait 4 ou 5 ans que ça a commencé. Donc, on doit vraiment l'instiguer dans nos propositions. Il y a eu beaucoup de critiques, parfois injustifiées, je vous dis franchement ce que je pense, contre les agriculteurs cet été. Il y a eu des attaques contre, par exemple, des bassines agricoles. Enfin, voilà, il y a eu des gestes de violence qui sont pour moi insupportables. Mais ça m'est aussi arrivé d'assister, et ce n'est pas le premier été, à des scènes qui, moi, me semblent, de mon côté urbain, je ne suis pas un agriculteur, assez absurdes, des champs de tournesol arrosés en plein après-midi, en pleine canicule. Est-ce que c'est légal, ça? Légalement, oui, on peut le faire, sauf s'il y a des restrictions d'eau qui amènent à ne pas arroser le jour. Il y a dans des périodes de restriction où nous avons mis en place des dispositifs où l'irrigation n'était autorisée que la nuit. Sur un plan, en fonction des disponibilités d'eau, sur un plan technique, rien ne l'empêche. Néanmoins, on a voulu faire des essais pour savoir s'il y avait plus de pertes de rendement avec de l'irrigation de jour ou de nuit. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence de rendement, contrairement aux idées reçues. Bien évidemment, c'est vrai que c'est provoquant de voir de l'irrigation en pleine chaleur. Donc, on essaie plutôt de porter des conseils pour arrêter vers midi et reprendre que vers 16 ou 17 heures l'après-midi pour éviter les gros coups de chaleur. Mais il y a des moments où l'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'humidité qui part chaque jour, en 2022, était à 14 mm par jour. C'est cette capacité à la plante de lutter contre la chaleur. En période d'été normal, on est à 7 ou 8 mm. Donc, ceux qui apportent de l'irrigation ont une obligation d'apporter de l'eau beaucoup plus régulièrement. Mais malgré cela, on a quand même ces difficultés. Je crois que le débat de l'eau doit être appréhendé de façon beaucoup plus collégiale. Et c'est ça notre grande difficulté. Ces attaques les uns contre les autres, ça ne sert à rien. La priorité, c'est l'eau potable.
nous devons aussi avoir de l'eau pour l'équilibre des milieux, pour la biodiversité, mais aussi d'apporter de l'eau pour les plantes. L'alimentation, c'est d'abord de l'eau. Quand vous produisez des tomates, eh bien, dans une tomate, il y a 70% d'eau. Si vous n'apportez pas d'eau à vos tomates, vous n'aurez pas de tomates. Même chose pour les pommes de terre. Donc, c'est de savoir si on veut la souveraineté alimentaire. Nous avons eu les incendies également cette année. Et on a été content de trouver les agriculteurs qui ont accompagné les pompiers. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, de hauteur, et se dire l'enjeu de l'eau, comme ça s'est passé en Espagne ou dans d'autres pays, doit être multifactoriel. C'est eau potable, biodiversité et puis l'eau économique pour apporter la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, merci Joël Limousin et je vous dis à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler du label Bicorp. Et je vous présente les invités de ce débat dans Smart Impact. Elisabeth Laville, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes la fondatrice d'Utopie, auteure de ce livre, La Révolution Bicorp, changer les entreprises pour changer le monde, aux éditions Pierson. J'accueille également Mathias Navarro, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Redman. Je vais commencer avec vous. C'est quoi votre conception du métier de promoteur immobilier ? La conception du promoteur immobilier, écoutez, on a pris conscience de l'impact qu'avait le monde de l'immobilier sur les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, et je veux dire, changement climatique et changements sociétaux. Et on a pris le parti d'intégrer une raison d'être qui est celle du développement d'une ville bas carbone et inclusive. Et on essaie de faire de l'immobilier autrement. Et ça fait combien d'années ? Ça fait 15 ans que Redman existe. Aujourd'hui, dès le départ, vous aviez ce positionnement ou vous l'avez pris en cours de route ? Très honnêtement, c'est en cours de route. Il y a 5 ans maintenant. On a plus d'informations aujourd'hui sur ce que c'est que l'impact du secteur du BTP par rapport à il y a 15 ans. Et on a changé vraiment complètement le business model de l'entreprise. Ça fait 15 ans qu'on existe. C'est un groupe de 200 personnes aujourd'hui. Et avec un certain nombre de références immobilières comme la Station F, par exemple, ou le siège du Monde. Et on a vraiment intégré dans l'ensemble de la chaîne de valeur et de fonctionnement de la société tout ce qui est Bicorp. Oui, voilà, et notamment, c'est passé par ce label Bicorp obtenu en 2020. Je crois que vous étiez les premiers dans le secteur immobilier à l'obtenir, vous nous raconterez ça. Elisabeth Laville, Utopie, c'est tout simplement la première entreprise française labellisée Bicorp, c'est ça ? Ah oui, oui, tout à fait. On a été. C'était quand ? C'était fin 2013. Fin 2013, alors nous... on existe depuis 30 ans, enfin 30 ans l'an prochain. Donc, ouais. Et vous nous, êtes un cabinet de conseil, et un think tank spécialisé sur les sujets de transition écologique et de développement durable pour les entreprises ou les territoires. Et effectivement, en fait, on me renvoyait toujours le côté est-ce que tu es une entreprise à but lucratif ou est-ce que tu es au service de l'intérêt collectif ? Et nous, on disait on fait les deux. Et en France, on n'aime pas ça en général. On aime bien, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Les deux en même temps, ça va pas. Et à un moment, Yvan Chouinard, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, le fondateur de Patagonia, notamment, m'a dit mais tu sais, nous, on est Bicorp et tu devrais amener ça en France. Voilà. Et donc, est-ce que c'est plus facile pour un cabinet de conseil de devenir Bicorp ? Non, je pense que c'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, je trouve ça intéressant dans l'exemple de Redman, c'est que n'importe quelle entreprise peut décider de s'y mettre. C'est plus facile pour une entreprise qui est engagée de longue date. Donc nous, comme on travaillait, on est spécialisé sur ces sujets de développement durable. Peut-être ça a été moins une surprise, mais franchement, chaque point est difficile à gagner, quelle que soit l'activité. Alors, on va prendre l'exemple de Redman. Quel levier il faut activer pour obtenir ce label Bicorp ? Alors, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Bicorp. Le fameux BIA, qui est le questionnaire de 200 questions, offre pas mal de chemins avec différentes thématiques. Et on a, nous, intégré beaucoup tout ce qui est structuration de la société, c'est-à-dire ouverture du capital. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait préalablement. On a ouvert le capital à nos salariés, par exemple. On a énormément travaillé sur les sujets de diversité, sur les sujets d'égalité, bien évidemment, qui étaient vraiment au cœur de notre fonctionnement. Mais quand on rentre vraiment dans le détail, le diable se cache dans les détails. Et donc, on s'est vraiment mis complètement à niveau sur ces sujets. Et aussi dans le business model, il faut vraiment avoir un business model à impact. Et donc, nous, on a travaillé sur le sujet assez simple de savoir pourquoi on construisait. Et vous posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un promoteur un peu engagé ? Déjà de savoir répondre à la question de savoir pourquoi on construit.
et sans avoir une réponse qui est simplement financière, c'est déjà un énorme pas, c'est-à-dire pouvoir répondre à une demande, répondre à un besoin d'un territoire et pas simplement construire pour construire. Pour bien comprendre, Elisabeth Laville, comment ça marche? On choisit, il y a quand même un tronc commun. Alors, il y a toutes les entreprises labellisées, on choisit les secteurs sur lesquels on veut être les plus performants. Alors, il y a un tronc commun, c'est même ça l'intérêt. Ce qu'il faut avoir en tête, et ce qui, de mon point de vue, est une vraie force de Bicorp, en tout cas moi c'est pour ça que j'y suis allée au départ, il y a le côté for profit, for purpose, mais surtout le BIA, le questionnaire d'auto-évaluation dont parle Mathias, en amont de l'audit, il est gratuit, accessible à toutes les entreprises du monde entier sur Internet. Donc vous ouvrez un compte et vous pouvez faire le questionnaire, et comme c'est un QCM, même si vous n'êtes pas très avancé, à chaque fois que vous répondez, vous voyez ce que vous auriez pu répondre de plus. Si ça vous inspire, vous mémorisez la question, et d'une certaine façon, vous structurez un plan d'action comme ça, sans consultant, gratuitement, etc. Vraiment pour toute taille d'entreprise. Le questionnaire s'adapte à votre activité. Il y a 3 secteurs qui ont des espèces de suppléments un peu costauds, dont l'éducation, la construction et la finance. Mais globalement, tout le monde a la même note sur la même échelle. Et effectivement, il y a un peu plus maintenant de 200 questions si on ouvre tous les tiroirs. Et ça vous donne une note sur 200 points. Il faut avoir 80 points pour prétendre à la certification. La note moyenne des 200 000 entreprises dans le monde qui utilisent le questionnaire pour s'auto-évaluer, mais qui n'ont pas forcément demandé la certification derrière, c'est 55 points. Autrement dit, une entreprise qui est bonne en RSE, en général, elle arrive à peu près autour de 50 points. D'accord. Mais vous parlez de révolution Bicorp. Pourquoi pour vous c'est une révolution? Alors c'est merveilleux de faire cette émission aujourd'hui, ça va me faciliter considérablement le travail. C'est une révolution parce que je pense que les entreprises qui sont engagées dans ce mouvement, parce que c'est un mouvement au-delà de la certification, et c'est vraiment de changer le capitalisme, en fait. Chacune à leur échelle, chacune à leur façon. Certaines sur le volet plus RH, d'autres sur le volet plus gouvernance, d'autres sur le volet plus environnemental, parfois surtout pour les plus avancés. Et on a une des entreprises les plus avancées et historiques du mouvement Bicorp, Patagonia, qui a annoncé, vous avez peut-être vu hier, le fondateur Yvon Chouinard dont je parlais, qui donc, au lieu de vendre son entreprise à des fonds ou à VF Corporation, comme tout le monde dans son secteur, ou au lieu de la faire entrer en bourse, s'est dit, non, si je veux préserver l'engagement de cette entreprise, il faut que je trouve une autre voie. Et il a créé ce qu'on appellerait en France une fondation actionnaire qui va se consacrer à la protection de l'environnement, à laquelle il a donné 100% des parts, pour faire court, et qui va donc toucher chaque année les quelques 100 millions de dollars de profit que génère Patagonia, et qui les utilisera pour financer la lutte contre la crise climatique, etc. Donc on voit bien que c'est une approche très différente des voies qui s'ouvrent normalement à un fondateur qui arrive à un âge où il veut passer la main. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une aventure collective avec Bicorp? Complètement, c'est vraiment aussi un des aspects un peu surprenants quand on arrive dans cette communauté, c'est qu'il y a effectivement la partie label, mais il y a, je dirais surtout, la partie mouvement. On travaille vraiment ensemble. On signe même une lettre d'interdépendance, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle exactement. Et alors, c'est pas un engagement juridique de travailler exclusivement avec des Bicorp. On est trop peu nombreux d'ailleurs en France pour pouvoir le faire. Mais il y a une volonté absolue de travailler en commun, de chercher à essayer de travailler en priorité avec d'autres Bicorp, et aussi de s'aider, de comprendre aussi comment font les autres sociétés, en quoi elles sont meilleures que vous. Et donc, c'est il y a à la fois, pardon de vous interrompre, il y a à la fois un retour ou un partage d'expérience, on va dire ça comme ça, mais aussi, on parle de business, la volonté de faire du business ensemble. Ça va jusque-là, quand c'est possible. Complètement. Vous avez un exemple en tête? J'appelle régulièrement Elisabeth. Là, on va fêter les 15 ans de Rainman, comme je le disais. On cherchait une boîte spécialisée dans l'événementiel. J'ai appelé Elisabeth pour savoir si une Bicorp existait dans ce domaine. Ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris. J'ai des réponses. Mais où on va, pour telle ou telle activité, en priorité, discuter avec une Bicorp. Et c'est d'ailleurs pas que l'aspect financier qui tranchera la décision à la fin. Et il y a aussi cette idée, vous l'avez évoqué, qu'une entreprise à but lucratif peut servir l'intérêt général. Ça rejoint le mouvement, la loi Pacte, le mouvement des entreprises à mission. Ça, c'est une dimension importante, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a vraiment l'aspect obtention de label Bicorp aide vraiment, nous vraiment très concrètement, moi en tant que chef d'entreprise, sur le recrutement de talents. Très concrètement, la marque employeur prend un coup de boost énorme.
Même sur les sujets de financement, d'accès au financement, nous très récemment, sur une opération immobilière, on a obtenu des financements particuliers liés au fait qu'on était labellisé Bicorp, donc avec des taux particuliers. Donc c'est vraiment... Est-ce que ça pardon de vous interrompre encore une fois, mais c'est nouveau dans la finance, ou est-ce que ça s'accélère, on va dire ça comme ça? Je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas ça s'accélère, ça c'est certain, et on a même des discussions avec des banquiers, parce que nous on est passé dans un process de recertification, on a des discussions avec des banquiers d'amélioration de nos taux bancaires en fonction de l'indice Bicorp. Donc Redman a obtenu la note de 91. On est aujourd'hui mobilisé, toute la boîte est mobilisée pour obtenir plus de 100 points à la prochaine recertification en 2023. Donc ça embarque en plus toutes les équipes sur ces sujets. Alors je voudrais terminer là-dessus. Ça, c'est une dimension intéressante aussi, parce que obtenir le label Bicorp, c'est pas un aboutissement, pas du tout. C'est le début du chemin, d'une certaine façon. Exactement, ça allait, mais il faut le dire et pas trop le dire, celles qui le visent. Mais beaucoup d'entreprises, quand elles ne sont pas encore certifiées Bicorp, un label qui, par parenthèse, parce que vous en avez parlé, est très compatible avec la société à mission, a d'ailleurs des points communs. Être société à mission, ça apporte des points dans Bicorp, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que le fait d'entrer, quand on n'est pas encore certifié, on se dit c'est une fin en soi d'atteindre les 80 points et même un peu plus, qu'en général on en perd à l'audit. Mais quand vous y êtes, vous vous rendez compte qu'en fait c'était une arnaque entre guillemets là-dessus, parce que c'est le début de l'aventure. Pourquoi ? Parce que vous recertifiez tous les 3 ans. Donc nous deux par exemple, Mathias pour Redman, moi pour Utopie, on recertifie l'an prochain, tous les 3 ans. Et entre-temps, le questionnaire progresse, l'eau monte, entre guillemets. Il devient plus exigeant. D'exigence, autrement dit, si vous ne progressez pas... Si vous êtes à 80, si vous ne progressez pas, vous régressez dans les points et à terme, vous n'êtes plus certifié. Donc, vous êtes obligé de progresser. Et comme par ailleurs, il y a cette stimulation de la communauté, le fait que les entreprises Bicorp, entre elles, sont hyper... Nous, on fait un séminaire management la semaine prochaine. J'ai invité un de mes concurrents qui a plus que nous sur un domaine d'impact à nous dire ce qu'il fait pour nous inspirer sur la façon dont on peut progresser. Donc ça, c'est vraiment c'est ça le truc le plus stimulant en vrai. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, La Révolution Bicorp, changer les entreprises pour changer le monde. C'est aux éditions Pierson. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On parle d'économie d'eau. Smart Ideas avec Mourad Amara, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le PDG de Protecto. Alors votre histoire, c'est d'abord une histoire d'invention. J'aimerais bien que vous nous racontiez cette housse qui vous a valu d'être primé au concours Lépine. On est en 2017. Oui, tout à fait. Pour revenir un peu à l'histoire, donc nous on est basé à Arles en fait. L'idée est venue d'Arles, donc une ville de Provence, et c'était sur le sujet de la protection des compteurs d'eau contre le gel. Protection contre le gel. Et ça a fait sourire pas mal de gens. Et en fait, on avait été touché par le gel parce qu'auparavant, j'étais technicien de service des eaux à la Société des eaux d'Arles. Et lors de mes interventions sur le terrain, c'était en hiver 2012. Pratiquement 3000, 4000 personnes se sont retrouvées sans eau parce que les compteurs avaient gelé. Et donc ça, en fait, ça touche à peu près chaque hiver des millions de personnes en France et même en Europe. Et donc du coup, tout en continuant ma carrière, j'ai commencé à réfléchir et à étudier ça pour trouver une solution. Et avec mon épouse, qui elle est dans l'industrie textile, on a élaboré en 2017 une housse qui va venir s'installer très facilement en 30 secondes sur un compteur, mais surtout qui a une performance de protection jusqu'à moins 23. Et donc du coup, on a à peu près pour 90-95% des compteurs d'eau, on a réussi à trouver une solution vraiment anti-gel contre les compteurs d'eau, parce que jusqu'à présent, tout le monde met du polystyrène, de la laine de verre et tout ce qui est le système D. Et donc, à partir de là, vous allez plus loin, puisque maintenant vous avez une housse connectée avec un système de détection des fuites d'eau. Comment ça marche? Expliquez-moi. Donc, à la suite de cette invention, on a remporté le concours Lépine en 2017, dans la catégorie aménagement des logements. Derrière, je voulais aller plus loin. J'avais déjà en tête, par rapport à mes connaissances professionnelles, j'avais en tête des solutions pour détecter les fuites d'eau et régler ce problème environnemental et financier. Pour trouver une fuite d'eau, en fait, il faut partir à la base. Comment on fait pour trouver une fuite d'eau?
Ben, il y a 3 solutions. C'est à la vue, donc vous la voyez, votre fuite. Donc chez vous ou alors dans la rue, on voit les fuites, donc on la répare. Donc c'est à la vision. Ensuite, il y a une deuxième solution, c'est on attend la facture à la fin de l'année qui a explosé. Et donc là, on vous dit, vous avez une fuite d'eau. Voilà. Et la troisième solution, et ça fait partie du monde professionnel, où on a des appareils, en fait des agents qui sont déployés sur le terrain et qui vont écouter le réseau. Il va écouter le réseau par secteur, bien sûr. Et donc, du coup, on va faire pendant une semaine un secteur. On va détecter le fuite d'eau à 5 cm près, avec des appareils très performants pour le son. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, regrouper tout ça sur une même technologie et pouvoir avoir un système qui détecte les fuites d'eau sur une commune complète, une ville, une métropole, entièrement, un site, mais sur une vision en instantané de tout ça. Donc les fuites d'eau qui apparaissent tout de suite. C'est par l'écoute? Alors, comment ça marche? Donc cette solution, donc on a travaillé pendant 1 an, 2 ans avec pas mal de prestataires en R&D, et notamment aussi à la pépinière Cleantech, où on a développé cette housse connectée qui s'appelle ProtectConnect, et qui va venir avec une plateforme de gestion, qui va venir vous installer la housse connectée, et en fait elle va se mettre en fonction, et donc là une durée de vie à peu près de 5 ans par rapport à des batteries pour qu'elle puisse tourner, et elle va surveiller le réseau d'eau et même le réseau de chez vous. Et lorsqu'il y a une fuite chez vous à partir d'1,5 litre, donc c'est très performant, ça va vous envoyer une alerte fuite sur le portable ou pour un gestionnaire des eaux qui a une vue globale de la ville. On va installer toutes les housses connectées un peu de partout et donc on va alerter tout de suite il y a une fuite, donc permettre l'intervention et la réparation en instantané au bout de 24 heures. Et donc cette technologie ProtectConnect est très performante. On a développé aussi des algorithmes qui, au fur et à mesure qu'elle fonctionne, va améliorer tout ça, la performance, va monter en performance. Et on est très heureux d'avoir remporté 2 fois d'affilée en 2019 et 2020, très jeune, des awards au CES Las Vegas, et plus en 2021, un award en Allemagne d'un des grands salons de l'innovation environnementale. Parce que le plus important dans ces solutions, ce que je voulais apporter, c'est vraiment répondre à un gros problème. Et notamment, on en parle de plus en plus en ce moment, c'est l'eau. Mais nous, ça fait depuis 5 ans que je me bats avec mon bâton de pèlerin pour expliquer que l'eau, c'est vraiment le sujet d'avenir dans les 50 prochaines années. Et il faut savoir aussi, c'est que chaque année, on a 1 milliard de mètres cubes d'eau qui partent en fuite, c'est de l'eau qu'on n'utilise pas. Donc c'est 1 milliard, ça représente à peu près 3 milliards d'euros chaque année que l'État, cet argent, part en fuite d'eau. Et donc cette solution-là, elle permet de récupérer 35% quand même d'une facture d'eau d'une commune, d'une grande commune. Et ben voilà, une vraie option pour lutter contre les fuites d'eau. Merci beaucoup, d'être venu nous présenter de votre invitation. Protecto. Bon vent à ProtectConnect. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis merci d'abord de votre fidélité et à demain.